La génération d'aujourd'hui a plus de pression sur ses épaules que la génération de nos parents. On peut sourire et aller très mal à l'intérieur. Je me suis retrouvée à faire 3 tentatives de suicide. Ça fait pas de nous quelqu'un de faible. La dépression. C'est une tristesse prolongée. Vous n'avez pas l'appétit. Vous n'avez envie de rien. Vous vous sentez de plus en plus vide. Vous n'avez plus goût à la vie. Au boulot, au dehors, tout le monde a l'impression que tout va bien. Il faut écouter son corps, il faut écouter soi-même. Il y a des gens, qui ont la dépression, il va faire l'effort de cacher ça pour que l'entourage ne soit pas au courant. L'entourage est pour moi un facteur crucial quand on parle de dépression. Que ce soit au niveau des causes, au niveau pour pouvoir détecter ou dans le traitement par la suite. On peut donner beaucoup à notre entourage, mais ne pas savoir recevoir. Il y a la psychologue qui est là pour ça. Il y a la psychologue qui est là pour t'emmener. Comment ça se fait qu'il ait fait un AVC? Juste parce qu'on a fait coucou, elle a dit oui, je vais bien. Mais le je vais bien, derrière un téléphone, on le voit pas. La dépression, un mot qu'on entend souvent, parfois utilisé à tort et à travers, mais qui a une signification plus profonde. Oui, on peut sourire et aller très mal à l'intérieur. Bienvenue dans Jeunesse et Bien-être. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on connaît tous, dont on parle souvent, mais que beaucoup ignorent encore, la dépression. Et pour en parler, je suis accompagnée de 2 invités spéciaux. Bonjour, madame. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci. Moi, c'est Madame Yvette Taïwo, et entrepreneur. Très heureuse d'être ici avec vous ce matin. Très heureuse de vous recevoir aussi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Okay. Moi, c'est Jacques Debang. Voilà, je suis psychologue en fin de formation et entrepreneur social. Ok. Très ravie de vous avoir sur ce plateau. Donc, pour commencer directement, qu'est-ce que c'est la dépression? Donc, je vais commencer par vous, monsieur. Ok. Alors, la dépression, c'est un état de mal-être profond. De manière simple, c'est une tristesse prolongée. De base, la tristesse est normale. Ça prend généralement 1 jour, 2 jours. Mais quand ça commence à aller à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, là, ça devient la dépression. De manière simple, c'est le plus. Ok, mais est-ce que, par exemple, en situation de deuil, là, c'est normal que la tristesse dure longtemps et on appelle ça période de deuil, mais est-ce que c'est synonyme déjà de dépression? Non, c'est pas sérieux de dépression parce que, bien que la tristesse dure, mais c'est associé à des symptômes. Des troubles de l'humeur, des troubles de l'appétit ou du poids, comment on appelle, la perte du plaisir, on a plus fait ce qu'on aimait faire. Donc c'est ça. La tristesse ne suffit pas pour dire que c'est la dépression. Il faut d'abord vérifier si la personne dort bien, si la personne mange bien, si la personne est concentrée, si sa relation professionnelle et personnelle, si c'est adéquat. Ok, d'accord. Donc, madame, pour vous, c'est quoi la dépression? Alors, moi, je donnerais plutôt une définition de la dépression en fonction du vécu. Pour moi, la dépression, c'est un mal-être très profond où, en dehors du fait de se sentir triste, vous vous sentez vide. Vous n'avez plus envie de rien, en fait. Vous avez des troubles de sommeil, des troubles de l'appétit. Vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit. Vous ressentez une fatigue extrême. En fait, c'est comme si vous étiez là, sans être là. Il n'y a plus rien, en fait, qui vous donne envie. Il n'y a plus de substance, en fait, à votre existence. Donc, pour moi, c'est ma définition de la dépression en fonction du vécu. Ok. Donc, en fonction du vécu, alors moi, je vais vous demander, quand est-ce que vous avez commencé par sentir réellement ce mal-être-là et vous vous êtes dit, ce n'est pas simple, c'est vraiment une dépression. Vous avez pris conscience de ce que vous aviez. Alors, je dois dire que, au début, j'ai commencé à sentir une certaine fatigue, mais pas que physique, psychologique également. Une certaine fatigue psychologique, et je l'attribue à un trop-plein de travail. Vous savez, parfois, quand vous avez trop travaillé, il y a eu certaines situations, vous vous dites, mon corps et ma tête ont besoin d'un peu de repos. Oui. Mais vous vous rendez compte, au bout d'1 semaine ou de 2 semaines, en fait, que cette sensation ne disparaît pas. Au contraire, il y a d'autres symptômes qui s'ajoutent.
Vous n'arrivez pas à dormir. Vous n'avez pas l'appétit. Vous n'avez envie de rien. Vous vous sentez de plus en plus vide. Vous n'avez plus goût à la vie. Même vous lever le matin, c'est Un combat. un combat, en fait. Donc, à cet instant précis, vous vous rendez compte que votre être, votre esprit, tout en vous est terne, en fait, morne. Il y a rien, en fait, autour de vous, ni les gens qui sont proches. Et vous rendez aussi compte de quelque chose de très important. Vous vous renfermez au fur et à mesure. Vous n'avez pas envie de communiquer. Vous ne voulez échanger avec personne. Vous ne voulez pas parler avec vos proches, avec vos amis. Donc moi, quand j'ai commencé à voir tous ces symptômes et à voir que ça persiste dans le temps, là, je me suis dit, ça va pas. Je sens que je rentre dans une crise de dépression. Au début, je connaissais pas vraiment ce dont je souffrais. Je comprenais pas mon état d'être. Et comme j'avais envie de parler à personne, je me suis finalement décidé à taper les symptômes que je viens de citer sur Internet. Et ça m'a sorti que c'était de la dépression. Et là, je me suis dit, waouh. Et je croyais que c'était un truc Passager. ou c'est quelque chose, on en entend parler, mais bon, je me dis, c'est pas pour nous, quoi. Donc, se retrouver dedans, c'est là où j'ai compris, en fait, que je faisais vraiment de la dépression. Ok, je vois. Donc, monsieur le psychologue, pour vous, quand est-ce que on doit savoir, on sent vraiment que la dépression a commencé? Parce que je pense que si on commence déjà à ressentir vraiment plein d'émotions, de fatigue, perte d'envie de tout, c'est déjà évolué. Donc déjà, quand est-ce qu'on peut remarquer les signaux d'alerte pour vite prendre en charge la maladie? Bon, généralement, moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut écouter son corps, il faut écouter soi-même. Ok. Donc déjà, elle a eu le temps de nous dire un peu les symptômes qu'elle a remarqués. Ça y est que s'écoutait déjà. Oui. Maintenant, pour savoir que c'était vraiment la dépression, il faut que ces symptômes-là durent depuis au moins 2 semaines. Dès que vous faites le calcul, vous voyez que, je sens ces symptômes depuis 2 semaines, là, ça fait déjà que vous êtes en dépression. Directement. Oui. Au moins 2 semaines. Je ne sais pas. Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce qu'il y a des personnes qui sont pessimistes, on va dire ça comme ça, naturellement, et qui, je ne sais pas, ont des périodes, ou bien des personnes bipolaires. C'est vrai que ça, c'est un trouble, mais quand même des personnes qui, aujourd'hui, c'est le chaud, demain, c'est le froid. Avec cette personne-là, si cette personne-là se dit déjà que c'est normal pour elle d'aller de chaud à froid en claquement de doigts, comment cette personne-là, même en s'écoutant, peut savoir, ah là, c'est déjà la dépression? Bon, comme je l'ai dit, c'est la définition, c'est la définition scientifique qui dit que au moins 2 semaines. C'est vrai, il y a certaines personnes, c'est par saison. Ça dépend. L'être humain est unique. Donc, c'est pas pour l'autre personne, ça peut commencer depuis 2 semaines et prolonger, ça va s'arrêter. Tandis que pour l'autre, ça peut commencer aussi, parce que ça commence quelque part. C'est pas standard. Voilà. Et c'est toujours au moins 2 semaines pour toute personne. Ok. On commence de base là, pour tout individu, ça commence au moins 2 semaines. Maintenant, là où ça diffère d'un individu à l'autre, si pour une personne A, ça a commencé depuis au moins 2 semaines, c'est constant. Mais pour une personne B, ça peut, depuis 2 semaines, ça peut faire quelques mois, après s'arrêter. Ça peut reprendre encore, et après s'arrêter, ainsi de suite. Ça dépend de chaque individu. Ok. Donc, qu'est-ce que la dépression silencieuse? Parce que là, c'est qu'il y a des troubles, il y a des symptômes, on remarque. Mais il y a des personnes, vraiment, même, je ne sais pas, c'est impossible de détecter ça réellement, ce genre de personnes-là qui finissent par commettre le pire. Donc, comment? La dépression silencieuse, comment, j'ai pas bien compris la question, comment la personne même peut savoir que c'est une dépression silencieuse? Non, déjà ça, c'est du côté de l'entourage. Ok. C'est plus du côté de l'entourage et aussi différencier cette dépression-là de la dépression où le patient lui-même sait qu'il y a quelque chose qui va mal. Oui. La dépression silencieuse, ça dépend encore de la personne même. Parce que il y a des gens, qui ont la dépression, il va faire l'effort de cacher ça pour que l'entourage ne soit pas au courant. Parce que il y a des gens, actuellement, je suis une personne,
il a la flemme de parler à quelqu'un. Il a la flemme. Mais quand il travaille, tu vas penser que bon, tout va Tout bien. va bien. En fait, il sait qu'il doit en parler, mais il a la flemme. Mhm. Il a la paresse, il n'a pas envie, il procrastine, je vais dire. Ok. Il n'a pas envie d'en parler. Il ne veut pas que les gens soient au courant qu'il a tel problème ou tel problème. Donc, la dépression silencieuse, ça dépend de la manière dont la personne exprime ses symptômes. Mhm. Il y a des gens, bon, quand ils ont les symptômes, ça c'est visible. Oui. Il y a d'autres, ils ressentent ces symptômes-là, mais dans leur tête, je ne veux pas que mon entourage soit au courant. Je ne veux pas qu'ils soient inquiets. Je ne veux pas, vous voyez. Donc, ça dépend. Ok. Vous avez dit, je ne veux pas que mon entourage soit au courant. Ne pensez-vous pas que déjà l'entourage détermine aussi la maladie, détermine comment la personne même va accepter sa maladie, comment la personne va évoluer avec sa maladie, comment la personne va s'en sortir ou s'enfoncer encore plus. Parce que une chose est de dire, je ne veux pas en parler, mais aussi comment l'entourage aide la personne même. Voilà. Exactement. L'environnement joue un rôle majeur. Mhm. Parce que la dépression, c'est pas forcément suite à un deuil, suite à une rupture. Non. Ça peut être aussi environnemental. Ça Mhm. peut être aussi, comme on a dit, c'est l'entourage qui peut créer ça. Et dans la plupart du temps, chez les jeunes aujourd'hui, c'est l'entourage qui crée. C'est vrai, il y a aussi les réseaux sociaux qui occupent une grande place, mais c'est beaucoup plus l'entourage à la maison, les amis. Et donc, la majorité d'entre eux, ils font tout possible. C'est justement là, ils font tout possible pour ne pas montrer ces symptômes-là. Parce qu'ils vont se dire que, bon, déjà, ils savent que l'entourage est toxique. Parce que c'est rare de ne pas savoir que cette telle personne-là qui me fait déprimer. C'est rare. On sait toujours. On sait toujours. Donc, c'est en ce moment-là, ils essaient de cacher leurs symptômes pour ne pas que les gens pensent que bon, ils sont faits. Parce qu'il y a ça aussi, cette stigmatisation-là. Donc, ça dépend de chaque personne. Et l'entourage joue vraiment un rôle majeur. Ok. Voilà. Donc, madame. Moi, je pense que la dépression silencieuse, c'est celle-là où, en fait, vous avez par exemple un boulot Mhm. où c'est pas que vous êtes à votre propre compte. Vous travaillez pour quelqu'un. Mhm. Et au boulot, tout le monde sait que vous êtes quelqu'un de nature normale, très joyeuse. Vous parlez avec tout le monde. Alors, vous vous retrouvez tous les jours à avoir le même sourire, sauf qu'il est mécanique. Au boulot, au dehors, tout le monde a l'impression que tout va bien. Mais dès que vous rentrez dans votre chambre, ça vous reprend. Et je pense personnellement que c'est l'une des plus dangereuses parce qu'en fait, on ne voit pas les symptômes. L'entourage ne ressent pas les symptômes. Il y a que l'entourage vraiment, vraiment immédiat. Donc, quelqu'un qui vit avec vous, qui pourra le sentir. Mais en dehors de votre maison, vous êtes quelqu'un de très joyeux. Et c'est pour ça qu'on peut avoir parfois des gens qu'on dise, mais comment ça se fait qu'il ait fait un AVC? Mais non, hier on était ensemble, il riait. Mais en fait, il faisait une dépression silencieuse. Donc, et l'entourage, comme l'a dit le psychologue, est très, très important. L'entourage détermine tout, selon moi, de mon expérience, de mon vécu, dans pour détecter Mhm. qu'on est en train de rentrer en dépression, Oui. pour savoir comment prendre les choses et pour la suite. Et l'entourage également est l'un des facteurs qui influence aussi parfois les causes liées à la dépression. Ça peut être lié à une éducation trop rigide, trop stricte parce qu'on attend trop de vous. Ça peut être lié également à votre vie privée, vie de tous les jours, que ce soit un conjoint ou quelqu'un avec lequel vous vivez une situation qui vous dépasse Mhm. et qui vous met en dépression. Ça peut être lié sur le plan professionnel où on attend aussi beaucoup de vous peut-être et vous ne vous en sortez pas. Donc, il y a l'entourage est pour moi un facteur crucial quand on parle de dépression, que ce soit au niveau des causes, au niveau pour pouvoir détecter ou dans le traitement par la suite. Ok. Donc, j'aimerais maintenant connaître ce que vous avez vécu, si vous voulez bien le partager avec nous.
Oui, bien sûr. Alors moi, mon cas est un peu particulier. Il commence en 2020 où déjà on me détecte une maladie assez particulière, les calculs rénaux, mais au niveau de mes deux reins. Donc je me retrouve à vivre avec un appareil pendant un bon moment. Mhm. Et au niveau du boulot, ça tombe dans la période du Covid. Mhm. Au niveau du boulot, c'était pas trop ça. Il y avait énormément de pression, mais des difficultés également. Et au niveau de ma vie privée, c'était pareil. Ça a été un moment où je me suis retrouvée euh, à me séparer de mon conjoint, en fait. Et c'était une maladie très, très difficile. Du coup, tu te retrouves, en fait, avec une santé où un médecin t'annonce qu'il se pourrait que tu aies besoin de transfert d'organes Mhm. à une partie de ta vie, ou au boulot, c'est pas la joie, ou ton conjoint n'est plus dans ta vie, et plein de choses. Et là, ça a été le début de beaucoup de choses, de la dépression, en fait. Oui, tout ça c'est venu Tout en ça, même temps. voilà. Donc, du coup, je me suis retrouvée seule Mm. à traverser une situation difficile Mm. et j'ai commencé d'abord à ressentir une fatigue extrême. Je me suis dit non, c'est parce que ton corps, ta tête n'en peuvent plus. Il faut que tu t'é- tu t'éloignes un peu de tout, que tu Mhm. prennes une pause. Mais en fait, ça allait de mal en pire. Je me suis retrouvée à ne plus pouvoir me lever de mon lit. Vous vous rendez compte que la dépression vous emmène où parfois, vous ne pouvez pas sortir même de votre lit pendant 4-5 jours. Je dis de votre lit, c'est pas de votre chambre, Tu lis. du lit. Donc même vous levez de votre lit, et aller dans votre douche à côté, vous n'y arrivez pas. En fait, vous n'en ressentez pas l'envie. Ni la C'est force. ni la force, en fait. Donc, ça a commencé à aller de travers. Je me suis retrouvée à faire 3 tentatives de suicide où j'ai voulu vraiment finir avec la vie parce que pour moi, je ne voulais plus de rien. Pour moi, c'est non, ça ne vaut plus la peine. Il faut que ça s'arrête. Parce il faut comprendre quelque chose. Quelqu'un qui est dépressif, il est dans un autre monde. Mhm. Et toute la douleur, tout ce qu'il ressent à un moment donné, tout ce qu'il a envie, c'est échapper à ça. Oui. C'est évader, en finir, en fait, quand c'est trop. Donc, c'est à ce moment que franchement, j'en profite pour dire merci beaucoup à mon entourage, à mes parents, à quelqu'un de très particulier pour moi qui n'est plus là, malheureusement. Juanita, paix à son âme, qui était là pour moi, ils m'ont soulevé, ils étaient là avec moi, ils dormaient avec moi, ils étaient là tous les jours, ils me redonnaient confiance, ils me faisaient comprendre à quel point j'étais quelqu'un de magnifique, à quel point j'avais la vie devant moi, à quel point j'avais énormément d'amour autour de moi et que j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir sortir de là. Et je me rappelle des mots de ma sœur, Tony Juanita, tu es une femme forte, tu es quelqu'un d'impactant, tu as tellement à donner et tu as beaucoup d'amour. Tu ne peux pas laisser le monde ne pas profiter de tout ce que tu as de merveilleux. Et c'est tout cela qui m'a permis de pouvoir sortir de cette phase. Et malheureusement, je porte un poids avec moi aujourd'hui parce que j'ai perdu cette amie-là il y a 2 mois et elle a traversé la même chose, mais j'ai pas pu être là pour elle parce qu'elle n'a pas levé la main. C'était le genre de personne et son cas est un cas typique de la plupart des jeunes aujourd'hui. On peut donner beaucoup à notre entourage, mais ne pas savoir recevoir et ne pas garder et on garde ce on vit pour soi. On se dit qu'on veut pas décourager et déranger les autres. Et moi, aujourd'hui, je vis avec ce deuil, en fait. Je vis avec
Une C'est certaine tristesse culpabilité. parce que je me dis que j'ai pas su lui donner ce qu'elle m'a donné. J'ai pas pu être là pour elle quand elle en avait besoin, comme moi, j'aurais pu lui en donner. Et franchement, c'est difficile. C'est difficile. Et je dis, il faut que désormais ça s'arrête. Il faut qu'en tant que jeune, on puisse savoir parler. En tant que jeune aujourd'hui, quelles sont les valeurs qui nous accompagnent? On est des amis sur les réseaux sociaux. Mais où est passée cette amitié qu'on connaissait avant l'avènement des réseaux sociaux? Où on pouvait pas faire une journée, 2 jours sans se voir, sans se parler. Pourquoi on remet à demain le fait de pouvoir dire, je vais aller voir tel ami, juste parce qu'on a fait coucou et que elle a dit oui, je vais bien. Mais le je vais bien, derrière un téléphone, on le voit pas. Mais quand tu es en face de la personne, tu sais. Parce que tu connais ta personne, tu sais que ça, c'est pas elle, en fait. Et sincèrement, je pense aujourd'hui que on doit revoir, ça nous emmène à revoir aujourd'hui l'éducation de nos parents, l'éducation à l'africaine, où on passe le temps à se dire qu'il faut être fort. Quand tu traverses une situation, il faut pas en parler. Ça fait de toi quelqu'un de faible. Mais c'est faux, en fait. Ça fait pas de nous quelqu'un de faible. Ou quand on dit à un homme, tu ne dois pas pleurer. Un homme, ça garde tout. Mais non! Un homme, c'est un être humain. Donc, en fait, il faut vraiment qu'on apprenne à pouvoir parler, échanger. Les vraies amitiés, ce n'est pas un tabou, la dépression. Ce n'est pas un sujet tabou, non. On doit pouvoir en parler. Oui. Merci d'avoir partagé cette période de votre vie avec nous. Monsieur le psychologue, je crois que je vais vous demander pas de décortiquer le récit, mais vraiment de dire ce que nous pouvons en tirer. Ce qu'on peut en tirer là, c'est présent. Et le problème, c'est les réseaux sociaux. Et ce qu'elle a dit, ça corrobore ce que j'ai remarqué dernièrement. Celui que je suis actuellement, il est graphique dans une agence de communication à Cotonou ici. Et j'ai vu sur une publication qu'ils ont publié leur équipe en train comment on l'appelle, de s'amuser. Hein. Et quand j'ai vu son visage, ouais, quand on voit que quelqu'un a pleuré à chaud de l'amour, il a sommeil. Quelqu'un qui est en dépression, son visage est comme s'il a tout le temps sommeil. Ou bien, quand il a pleuré à chaud de larmes, son visage est comme s'il venait de se remonter. Donc, j'ai vu ça. Et je l'ai écrit pour lui demander que, toi, tu m'as dit que tu vas bien. Genre, j'ai fait la capture et je lui ai envoyé. C'est quoi ça? Il a commencé à rigoler, que bon, oui. Et après, il a dit que on se voit. Et on s'est vu. Donc, c'est pour dire que, effectivement, derrière les réseaux sociaux, quelqu'un qui dit qu'il va bien, tu ne peux pas savoir. Tu ne le vois pas. Il faut, bon, si tu es, comment on appelle, si tu as la technique, il y a des moyens de pousser jusqu'à ce que la personne parle. Donc, le problème majeur que moi j'ai vu, c'est les réseaux sociaux. Parce que, au point où on a même la flemme de voir notre ami. On se dit que, il va quitter là-bas, maintenant il est venu, pourquoi il va faire appel vidéo? Mais appel vidéo, appel vidéo, encore ça cache beaucoup de choses. Oui. Parce que tu vas faire, d'abord même appel vidéo là. C'est pas comme quand tu es vis-à-vis, tu es à l'aise. Appel vidéo, tu vas chercher à mettre un masque, tu vas te dire qu'il faut que ce soit présentable. Oui. Que tu vas encore penser des choses. Peut-être la personne maintenant peut faire capture de la vidéo et ça va faire des trucs comme ça. Oui. Donc, il y a des pieds à chaque niveau de réseau. Donc, c'est vraiment important parce que nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes appelés à être en communauté, pas tout le temps sur le téléphone. C'est en premier lieu ce que je peux retenir. Et en deuxième lieu, c'est l'entourage. Il faut vraiment avoir des personnes de qualité dans notre entourage. C'est très important pour ne pas porter le fardeau seul. Et ça rejoint encore, nous sommes des êtres sociaux. Donc, on est là, on est fait pour s'entraîner. Avec les réseaux sociaux aussi, ça, tout est naturel. Chacun est dans son coin. Tu sais pas ce que l'autre fait. Et un jour, tu apprends que, voilà. J'ai telle chose. Même celui que je suis actuellement, comment ça, c'est pas comme s'il est venu vers moi pour dire que bon, j'ai telle chose. Il m'a juste écrit un jour que de lui donner le numéro d'un psychiatre.
Et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit qu'il se suicidait. C'était une nuit. Donc, je me suis levé, je suis allé chez lui. Et c'est là, on a parlé, jusqu'à, c'était en août 2025. Donc, on a fait classe ensemble. Donc, voilà, depuis août jusqu'à présent, je fais poser pour toujours l'écrire, pour avoir des nouvelles. Donc, c'est quand même important, l'entourage. Parce que si moi, j'étais pas là, parce qu'il m'a dit que c'est à moi seul, qui écrit à d'autres personnes, les gens passent son temps. Donc, il y a l'entourage et aussi les réseaux sociaux. Parce que tu veux aussi la tendance à dire que non, de ne pas venir, qu'on va s'appeler, mais je suis obligé de forcer, quoi. C'est vrai, c'est pas facile. Parce que c'est pas aussi facile parce que les réseaux sociaux ont enlevé cette habitude-là qu'on avait de voir les gens. De se déplacer. Voilà. Il faut que soi-même aussi, qu'on fasse l'effort de se débarrasser des réseaux sociaux. C'est vrai que c'est important. Mais, pas important au point où on va oublier notre être cher ou bien notre ami. Donc, voilà. Oui. Ok. Donc, madame, est-ce que aujourd'hui, vous pensiez être guérie totalement? Oui, en ce qui me concerne, oui. Et ça n'a pas été une guérison au bout de quelques semaines, quoi. Ça a été un processus sur des années. Et c'est là la qualité de votre entourage. Parce qu'en fait, depuis cette dépression, mon entourage a commencé, ils font 2-3 jours sans avoir de mes nouvelles. On m'appelle, ça va, tu vas bien, qu'est-ce qui va pas? Mais ils viennent à la maison, ils viennent me voir. Il y a quelqu'un qui se déplace toujours. Ah, mais ça fait 4 jours, on n'a pas de ces nouvelles, il y a quelque chose qui va pas. Donc en fait, ils sont rentrés un peu en mode un peu alerte. Donc du coup, automatiquement, je passe à la maison, bien d'accord. Non, j'ai mal à la tête. Ah non, non, je vais venir te voir. Et je reçois énormément d'amour, énormément d'attention. On essaie toujours de m'écouter. Et quand c'est comme ça, en fait, ça ne laisse plus la place pour que la dépression puisse à nouveau s'installer. Parce que dès que j'ai un souci, et au bout de 2 jours, tu as quelqu'un qui est là, qui te dit, non, non, tu vas pas bien. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je veux que tu parles. Donc, en fait, ça fait que tu es obligé de parler. C'est vrai qu'après tout l'amour de l'entourage, j'ai été suivie par un psychologue, mais c'est surtout l'entourage qui m'a le plus aidée. Et aujourd'hui, ils continuent ce travail parce qu'ils se disent qu'on n'a aucune envie de la revoir à nouveau comme ça. Oui. Donc, oui, aujourd'hui, je suis guérie grâce à cette attention, à cet amour. Je leur dis merci de m'aimer, d'être là pour moi, d'être présent pour moi. Et j'espère vraiment pouvoir être aussi présent pour mes proches, mes amis, comme ils le sont pour moi. Donc, moi, je pense que on peut retenir qu'il faut être la safe place de tout le monde, en fait. En tant que personne, il faut prendre la responsabilité du bien-être de chacun, de ses proches. C'est important, donc. Je voulais ajouter que, effectivement, si c'est que chacun est là pour l'autre, on a même plus les psychologues. Oui, en effet. Et moi, je te promets de dire, mais pour être que ton psychologue, voilà que le meilleur psychologue, là, c'est celui qui travaille sur l'entourage avant de travailler sur la personne. Parce que tu as beau guérir la personne même, mais si on retourne dans un entourage où, voilà, on le méprise. Et chacun est dans son chacun. Voilà, ça va revenir. Oui. Donc, c'est d'un pour ajouter. C'est important que chacun fasse attention à celui qui est autour de lui. La haine. Ah, la haine. C'est aussi, bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est vraiment ça aussi. Parce que on n'arrive pas à mettre de côté notre ego, mais parce que j'ai quelque chose contre lui, il peut souffrir vraiment fou, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non. Ça c'est un autre débat. Mais en vrai, il y a beaucoup de choses. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de faire attention à quelqu'un avec qui ça ne va pas très fort, d'autant plus que la personne devra être sur la réserve pour se dire que, ah, lui et moi, là, vraiment, c'est pas très ça. Est-ce qu'il me veut réellement du bien? Donc, dans les deux camps, ça pose problème. C'est pour ça que je dis, bon, ça, c'est vrai que c'est un autre débat. Parce que ça, il faut de la maturité émotionnelle pour pouvoir le faire. C'est pas forcément facile. Ok. Donc, en tant que psychologue, déjà, à part l'entourage, qu'est-ce qui peut être pris comme solution contre la dépression? Si vous n'avez pas un entourage vraiment de confiance, c'est d'aller consulter. C'est pas donné.
Oui, c'est pas donné, mais bon, voilà, c'est ce que je peux dire à chaud là maintenant. C'est ce que je peux dire. Par exemple, il y a des consultations où c'est en fonction de la personne. Par exemple, c'est ce que vous m'avez fait. Et mes collègues ne font pas ça. Eux, c'est l'argent, l'argent. Parce que c'est ça aussi. Il y a psychologue, psychologue. Il y a psychologue qui est là pour ça, hein. Il y a psychologue qui est là pour ton bien. Voilà, toi. Moi, par exemple, il y a des gens qui viennent en fonction de, voilà, du profil que j'ai en face de moi. Moi, je prends tout le monde, peu importe, tu n'as pas les moyens, tu as les moyens, tu as des problèmes particuliers, tu es pris en charge, quoi. Mais il y a d'autres, c'est, voilà, tu n'as pas les moyens, tu restes comme ça. C'est vrai. Vous voyez. Donc, ça aussi, c'est encore un travail à faire aussi. Donc, Au niveau des psychologues. voilà. C'est pour dire que ce domaine-là, c'est vraiment, non seulement c'est vierge, mais il y a beaucoup, énormément de choses à corriger. Ok. Donc, il faut, c'est ça, aller consulter, c'est pas évident. Mais, il faut quand même faire tout possible pour avoir quelqu'un de confiance. Vraiment, vraiment quelqu'un, ça peut être une seule personne, vraiment de quelqu'un de confiance pour, à qui se confier. Parce que l'entourage, ça peut pas forcément être bon. Ça peut être une personne éloignée de votre famille. Bon, c'est pas forcément de votre famille. Donc, c'est se débrouiller. C'est pas facile. Dans cette univers, rien n'est facile. Voilà. Donc, c'est pas facile, mais il faut faire tout possible pour trouver quelqu'un avec qui parler. Moi, des fois même, j'ose même dire que il faut forcer à parler à quelqu'un. Même si vous n'avez pas confiance, parce que le simple fait de se libérer, ça, on ne le sent pas. Mais, inconsciemment, ça fait du bien. Que lorsqu'on garde tout, on accumule tout. En fait, quand on voit que c'est abstrait, on ne sent pas. Mais, ça c'est avec la conscience. Quand on est dans notre esprit conscient, on se dit que bon, j'ai pas ça le dernier. Mais, inconsciemment, si on doit rentrer dans l'inconscience, au niveau de l'inconscient, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de bien. Quand vous vous libérez, en fait. Donc, c'est de trouver quelqu'un vraiment de confiance avec qui vous pouvez vous libérer et vous sentir écouté aussi. Parce qu'il y a d'autres, eux ne sont pas là pour des conseils, ils veulent juste que tu l'écoutes, c'est fini. C'est vrai. Donc, ça dépend aussi de chaque personne. Mais, le nœud principal, c'est de faire tout possible pour avoir dans son entourage quelqu'un avec qui on parle souvent. Quelqu'un avec qui on peut se confier. Mais ici, cette personne n'a pas les épaules pour porter le fardeau. Parce que, faut dire que chacun, on ne sait pas la maladie ou bien le trouble que chacun transporte. Donc, tu choisis une personne au hasard. Et là, en fait, toi, tu viens raconter. Et peut-être la personne te donne des conseils. Parce que elle veut être là pour toi. Mais après, c'est dur à porter pour cette personne-là. Et voilà que c'est à elle que tu te confies. Elle ne viendra pas parce qu'elle sait ce que toi tu traverses, te dire, ah, moi j'ai ci, j'ai ça, je ressens ci, je ressens ça. Ou bien même prendre tellement à cœur ce que toi tu racontes que ça affecte elle-même. En fait, elle ressent une très forte empathie et ça fait que parfois vos problèmes, elle les porte en fait. Voilà. Elle les porte et puis sans faire exprès, ça peut avoir des effets sur elle-même. Mais encore, c'est de la maturité émotionnelle. C'est encore un autre sujet. Parce que là, je voulais corriger, c'est pas, quand tu te confies à l'autre, ce n'est pas qu'il porte, parce qu'il n'est pas Jésus, c'est pas qu'il va porter ton truc, mais c'est qu'il t'aide à porter ton fardeau. C'est pas que c'est lui seul qui doit porter la différence. Donc, il t'aide juste parce que le but, en fait, c'est que tu ne sois plus seul. C'est ça le but, hein. Tu vas parler à quelqu'un, c'est que tu ne sois plus seul à subir ça, et à souffrir de ça. Mais que quelqu'un au moins soit au courant que, je souffre, hein. Voilà, c'est tel. Est-ce que, bon, enfin, quand tu vas, tu dis ce que toi-même tu veux. Moi, généralement, quand on vient, il y a des gens qui viennent juste comme ça à m'écrire pour dire que bon, c'est telle chose. Quand je finis de les écouter, je leur demande, ok, j'ai entendu, tu m'as dit ci, tu m'as dit, j'ai compris, Maintenant, en me disant ça, tu veux que je fasse quoi pour toi? C'est ça qui détermine tout, en fait. C'est en fonction de ce que la personne va vous dire que, je veux telle chose, que vous l'accompagnez. Et là, ça va lui, quand elle va voir quand cette personne verra que, ce qu'elle a demandé là, elle est satisfaite, ça diminue la souffrance à 50%. Ok. Moi, je pense que, en fait, l'empathie, on a des personnes qui sont ultra sensibles. Oui. Et ces personnes-là, en fait,
il faut apprendre à les identifier dans notre entourage. Et quand on sait qu'elles sont comme ça, éviter peut-être d'aller confier un certain nombre de problèmes à ces personnes. Parce qu'en fait, elle a déjà ses soucis. Et quand tu viens lui en parler, elle le prend comme si c'est pour elle. Donc du coup, elle devient malade pour les problèmes de quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il y a des personnes comme ça. Je me dis, si on est proche, j'apprends quand même à connaître un tant soit peu la personnalité de la personne et essayer justement de ne pas aller ce genre de personne parce que je sais que elle est déjà très sensible et qu'elle risque aussi en fait de le prendre pour elle et que ça peut peut-être l'impacter négativement. Mais en dehors de ça, moi je pense personnellement que aujourd'hui la dépression, comme je l'ai dit, ne doit plus être un sujet tabou. Les parents, pour moi, dès le bas âge déjà, on revoit d'abord l'éducation à la base. L'éducation, c'est faire de nos enfants nos premiers amis et confidents. Casser cette barrière que nous donne l'éducation africaine, de se dire que le père doit être distant ou la mère doit être distant. Revoir les choses et faire de nos enfants nos amis, qu'ils aient la possibilité de se confier facilement. Deuxième chose, c'est par rapport aux valeurs d'amitié et tout ce qui va avec que nous véhiculons aujourd'hui. Revoir les réseaux, c'est bon, mais revenons aux valeurs fondamentales qu'on connaissait en fait avant l'avènement des réseaux sociaux. Comment on était amis, comment on se fréquentait. Cette chaleur humaine n'a pas de prix. Et en dehors de ça, vu la quantité, le nombre impressionnant de jeunes aujourd'hui qui traversent en fait la dépression, on apprend du jour au lendemain, il a fait un AVC. Moi, je vois sur les réseaux sociaux des personnes qu'on n'imagine pas qui, après des mois de disparition, viennent faire des témoignages. On a eu un photographe du jeune béninois international qui, la dernière fois sur sa page, a fait un témoignage. Personne n'a imaginé qu'il a fait près de 6 mois en dépression et qu'il a failli partir, en fait, qu'il a voulu en finir, mais que de justesse des amis étaient là pour lui. En dehors, et quand on regarde tout ça aujourd'hui, j'en profite, vous me le permettez, de lancer quand même un appel à nos autorités en dehors des parents. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour accompagner la jeunesse? La jeunesse a besoin de se sentir bien dans sa peau. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, on veut parfois aller plus vite que le temps. Et là, tellement de pression. Moi, je pense aujourd'hui que la génération d'aujourd'hui a plus de pression sur ses épaules que la génération de nos parents. Et maintenant, comment on aide cette jeunesse-là à pouvoir gérer cette pression? Comment on aide cette jeunesse-là à pouvoir franchir ce palier? Parce qu'on a tellement de rêves, on a tellement d'ambitions. Et parfois, on se dit, mais tel est en train d'évoluer. On a commencé ensemble, mais moi je suis à tel niveau. Et on sent cette pression-là, la pression sociale, la pression familiale. Et ça devient un problème. Comment aider les jeunes aujourd'hui à pouvoir aller? Et merci pour cette émission parce que je pense que c'est une émission aujourd'hui qui peut quand même aider la jeunesse à pouvoir mieux parler de ce sujet, mieux s'ouvrir, pouvoir se confier. Et que l'État puisse mettre en place des organismes où les gens pourront s'exprimer, des plateformes où on pourra parler, partager de façon anonyme, pouvoir échanger avec quelqu'un. Je vais pas bien, je vais sur cette plateforme-là, je m'exprime. On a le sens de l'écoute. Donc pour moi, c'est autant de solutions qu'on devrait penser pour pouvoir aider la jeunesse à mieux faire face à cette maladie, à la dépression, à cet état de choses et qu'elle puisse en fait en sortir. Merci, madame. On a le témoignage présent, mais j'aimerais poser la question, est-ce qu'on peut guérir de la dépression, monsieur le psychologue? Oui, on peut guérir de la dépression. On peut guérir la dépression. C'est comme une maladie physique. On peut en guérir. On peut guérir, on peut encore rechuter. Il n'y a pas de problème. Voilà, mais on peut guérir définitivement de la dépression. D'accord, merci beaucoup. Ok, donc madame, vous avez passé déjà votre message.
je crois. Donc, j'aimerais vous demander à vous, si vous avez un message à passer à ceux qui nous écoutent, à tous les jeunes, peut-être aux autorités aussi. Moi, je fais bien ces messages parce que, elle a parlé des autorités. Moi, je dis déjà d'avance que bon, j'ai fondé une organisation dans la santé mentale et on a déjà fait assez d'activités en 2005. Donc, là, on travaille pour le plaidoyer auprès des autorités parce que c'est vrai, le gouvernement est là, mais le gouvernement ne veut pas tout faire. Il faut aussi qu'au sein de la population, qu'il y ait quelqu'un qui prenne des initiatives. Donc voilà. Et cette initiative est prise, là. Et on est en train de travailler sur, que ce soit la plateforme pour faire des podcasts, on est en train de travailler là-dessus. Et, d'ici quelques années, voilà. Ça va être fait. C'est, comment on appelle, c'est tout un processus. Voilà. Mais avec le temps, ça va être éradiqué. D'accord. Moi, j'aimerais quand même, si vous le permettez, rajouter à mes frères et sœurs jeunes que la dépression n'est pas un tabou. C'est pas une preuve de faiblesse. Il faut parler. Il faut trouver quelqu'un à qui parler. Dès que vous commencez à ressentir un bout de symptômes, vous commencez même à sentir que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Parlez. Parlez et surtout, évitons les substances et autres qui pourraient nous emmener ailleurs. Parlons entre jeunes, sachons parler. Donc, pour moi, je pense déjà que le plus important, c'est l'information autour de la maladie et autour des solutions qui existent pour lutter contre elle. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. La dépression est réelle, elle est profonde, mais surtout, elle mérite d'être comprise, prise en charge et écoutée. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a commencé à avoir des comportements différents, faites attention à lui, prenez de ses nouvelles, allez le voir et surtout, pour quelqu'un qui ne se sent pas bien, n'ayez pas peur de parler de ce que vous ressentez, c'est normal, c'est légitime. Il y a des fois où on va bien et il y a des fois où on va mal. Donc je vous dis à bientôt, c'était Jeunesse et Bien-être.